Bonjour Marion, merci Salut. d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à vous. Trop Avec, contente d'être là avec vous. avec plaisir pour ton dernier podcast du coup. Dernier podcast à Paris, en effet, avant un petit moment. Ouais, écoute, on fait ça un dimanche, il fait froid, donc aujourd'hui ça va je pense, mais Petit à petit. Ouais, ça après va. une bonne semaine de froid, mais aujourd'hui ça va. Exact. Bah oui, merci beaucoup franchement d'avoir accepté l'invitation. L'idée c'est vraiment de revenir sur ton parcours rapidement. Et puis après, on posera quelques questions globalement. C'est ça. Je te laisse te présenter d'ailleurs Ok. pour les personnes qui ne connaissent pas. Du coup, je m'appelle Marion, j'ai 28 ans, je suis la cofondatrice SEO de l'agence My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation de la prospection spécialisée sur Instagram. Ça fait maintenant quasiment 5 ans qu'on s'est lancé. Et puis voilà, j'ai un mode de vie très digital nomade, je pense qu'on en parlera à un moment donné, d'où effectivement le fait que je parte temporairement de Paris. Et voilà, je pense que c'est une belle entrée à la matière. Carrément, mais du coup, un petit peu pour commencer sur ton parcours, j'ai cru comprendre que tu as fait une école de commerce, Ouais. c'est ça? Et par la suite, directement, tu as enchaîné avec des stages avant tout ce qui était entrepreneuriat. Est-ce que tu avais une vision dès le départ, en entrant dans l'école de commerce? Vision entrepreneuriale, je veux C'est ça. dire. En vrai, non, pas énormément. Pas énormément. Effectivement, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai fait une école de commerce plus pour rassurer mes parents qu'autre chose. Parce qu'en fait, moi, à un moment donné, j'étais un peu perdue dans mes études. J'aimais bien, mais pas plus que ça. Je savais pas si j'étais vraiment bien à ma place. Maintenant, j'ai fait des études qui sont assez larges, entre guillemets, donc très axées marketing notamment. Marketing et communication. Et oui, en effet, cette école de commerce m'a permis de faire des stages à l'étranger. J'ai pu bosser à Londres, j'ai bossé à Dubaï, donc c'était cool. Des expériences très riches. Et quand je suis rentrée en France, j'ai intégré une boîte à Station F, donc en mode très start-up, parce que pour le coup, je savais que je ne voulais pas bosser dans des grands groupes. Après, est-ce que je savais que je voulais monter ma boîte? Franchement, non. Et c'est avec cette expérience au sein de Station F que je me suis dit, bon, bah, c'est cool, c'est sympa, mais c'est pas mon projet. C'est pas un secteur qui m'intéresse plus que ça, le secteur, je veux dire la boîte dans laquelle je bossais. Qui était C'était quelle boîte? Ça s'appelait Gilbert, c'était une boîte de garde-meubles, donc pas du tout sexy. Moi, j'étais dans la communication, donc autant vous dire que je pouvais pas faire des trucs très incroyables. Maintenant, c'était relativement intéressant parce que la boîte venait d'être créée, on était 3, enfin, il y avait le fondateur, moi et un stagiaire. Donc, on va être très intéressant. Mais j'en suis venue à un moment donné à la conclusion que j'avais pas envie de faire ça et que du moins, j'avais plus envie de bosser pour les autres. Parce que je me rendais compte que, je sais pas, j'avais envie de faire plein de choses, quand bien même j'étais employée pour gérer la partie marketing, je me retrouvais à tout faire avec lui, à faire le site internet, à structurer les sales, à recruter une sales. Enfin, vraiment, j'ai touché à tout. T'es multicasquette et t'es partout, mais t'es nulle part. On va dire comme ça. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, parce que tu sais, on dit que quand t'es pas spécialisé sur un sujet, t'es pas vraiment expert. Maintenant, je pense que ma personnalité, elle fait aussi que si je suis trop sur une seule tâche, je pense que je m'ennuie. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Maintenant, j'étais très mal payée. Je touchais à peine 1004. Je vivais chez mes parents. J'étais à Paris. Enfin, bref, un peu le schéma métro, boulot, dodo de l'enfer. Hein, éviter généralement. Exactement. Et un jour, j'ai dit, bon, bah, je pense qu'il est temps de faire autre chose. Et j'ai appelé mon meilleur pote, Maxime Blondel, que vous connaissez. Et je lui ai dit, bah, écoute, Max, je pense qu'il est temps pour moi d'avancer et de faire autre chose. Est-ce que tu es chaud pour qu'on bosse ensemble? Parce que pour mettre un peu de contexte, donc Maxime, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a fait l'IUT ensemble, qui est à ce jour, je pense, la meilleure formation, tant pour le contenu que pour les gens que tu rencontres. Et c'est vrai que c'était mon seul pote qui était aussi avancé dans l'entrepreneuriat, parce que à ce moment-là, il bossait au sein de The Family. Ah oui, c'est vrai, c'était à cette période-là. Donc c'est comme ça que la machine a été lancée. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple généralement d'entreprendre quand tu as un environnement qui va avec. Parce que généralement, les personnes qu'on a à l'IUT, des amis qu'on a à l'IUT, c'est pas spécialement. Il y a une partie, effectivement. Il y a une partie, mais c'est très peu par rapport à une école de commerce où c'est beaucoup plus évolué, beaucoup plus. J'ai envie de dire ça comme ça, mais. Ouais, je suis d'accord, mais je trouve que tu vois, les profils, ils sont quand même très différents aussi. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'en école de commerce, t'as un peu.
matrixé, tu sais, par tous les process, les trucs un peu bateaux qu'on t'apprend, genre, tu vois, pour avoir une boîte, il faut d'abord créer la structure juridique, non. Beaucoup de blocages, Ouais, effectivement. Alors beaucoup de qu'en blocages. En IUT, c'est vrai que on a aussi fait une IUT tous les deux. Trop Du coup, un bien. petit peu, Technique de co? non, nous, TGA, c'était les. Ah, bon, ça, c'est pas grave, c'est pas grave, on accepte. Mais effectivement, en IUT, déjà, je trouve que c'est une formation qui est super complète. Bah, d'ailleurs, du coup, on a fait l'IUT et l'école de commerce. Théoriquement, en école de commerce, la première année, je trouve que tu n'apprends pas beaucoup plus qu'à l'IUT. Par contre, quand tu t'es spécialisé en master, c'est là où tu vas rentrer un petit peu dans un domaine d'expertise. Mais c'est vrai qu'en école de commerce, j'ai l'impression, en tout cas, ça dépend des écoles, mais que les gens savent un peu plus. Forcément, ils sont plus avancés en âge et tout, ils savent un peu plus où ils vont, où tu vas retrouver un peu plus cette fibre entrepreneuriale qu'en IUT. En IUT, je trouve ça un peu précoce. Après IUT, tu sors, tu viens de faire ton bac, quoi. Enfin, Ouais, tu viens d'avoir ton bac, Ouais, donc c'est tu es vrai, encore de toute très, très jeune, mine de rien. Et après, je te rejoins vachement sur le côté apprentissage. Moi, j'ai tout appris à l'IUT. Et en fait, même en vrai, moi, je pense profondément que pour évoluer sur un sujet ou un autre, il faut que tu le pratiques. Donc, tu peux bouffer toute la théorie que tu veux. Ouais. Si tu l'as pas appliqué derrière, tu sais pas ce qu'il en est. Et après, il y a un autre aspect aussi où je pense qu'on est dans une société qui évolue tellement que tout ce qu'on va t'apprendre aujourd'hui, bah, très certainement est obsolète dans quelques années. forcément. Bientôt, peut-être quelques mois même. Tu Ouais, vois, donc, ouais. ça peut aller très vite. Encore plus dans tout ce qui est Ouais. technologie. Ça va Bah, encore plus notamment vite. avec l'IA. Avec l'IA Et et tout ce qui se passe autour, vous c'est en vrai. aviez un peu parlé avec Antoine, Ouais, Antoine Marcel. effectivement. Mais ouais. Ouais. Et du coup, comment on passe d'un mode de vie métro, boulot, dodo, start-up très mal payé à un mode de vie où tu as envie de fonder ta start-up? Est-ce qu'on plaque tout ou est-ce qu'on fait les choses en parallèle? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plein de chemins différents, mais moi, pour le coup, j'ai pas eu le courage de tout plaquer, de me dire allez YOLO, on y va. Non, j'ai tout fait au fur et à mesure. Donc, j'ai gardé mon boulot au sein de la boîte donc de Gilbert, qui s'appelait Gilbert. Mais ouais, donc je continue à bosser pour lui. Et en fait, le week-end, le soir, je travaillais sur le développement de la boîte. Et au fur et à mesure, quand j'ai compris que ça me prenait de plus en plus de temps, qu'en plus ça prenait bien, qu'il y avait des clients, etc., que bah, potentiellement j'allais pouvoir vivre de cette activité, bah, tu vois, j'ai fait un premier pas vers mon ancien employeur. Je lui ai dit, écoute, moi je suis en train de lancer un projet en parallèle. Je suis plus heureuse dans cette structure, donc voilà, j'aimerais qu'on mette un terme à notre collaboration. Et bah, il m'a demandé de rester pour le temps de trouver quelqu'un, donc j'ai accepté. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi j'ai quand même besoin de plus de temps, donc ce que je te propose, c'est que je passe freelance, je suis 3 jours avec toi dans la semaine, le temps que tu trouves quelqu'un, et comme ça on fait les choses progressivement, ce qui fait pas un énorme changement pour lui. Et puis bon, j'étais Toi, quand tu même... t'y retrouves aussi. Ouais, et puis j'étais loyale envers lui, enfin, ça Ouais. faisait, on avait bossé ensemble, on avait un peu tout construit, et puis tu vois, quand tu arrives en marketing, moi de base, quand je suis rentrée dans cette boîte, je voulais rester juste 3 mois et partir. 3 mois... T'as le temps de rien voir. Enfin, tu fais des choses, mais tu vois même pas le fruit de ton travail. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, ça me va aussi de rester parce que j'ai envie de voir, en fait, tout ce que j'ai pu mettre en place, voir à quel point ça a fonctionné, exact. Et donc, j'ai fait les choses au fur et à mesure. Et du coup, là, tu parles de ta première boîte, c'est ta boîte dans l'e-commerce, c'est ça? Ou il y en avait une avant? Non, c'était My Name is Bond. En fait, j'ai commencé My Name is Bond. Ouais. On a commencé My Name is Bond avec Maxime. Après, c'est vrai qu'on a été aidés à ce moment-là parce qu'il y a eu le Covid. Ouais. Donc, tu étais chez toi, 100% en télétravail. Les journées passaient vite, tu avais du temps, aucune distraction. C'est clair. Donc, on a bien charbonné à ce moment-là. Okay, donc, tu as lancé en parallèle et tu continues à travailler avec ton ancien boss. Et est-ce que là aussi, tu cherchais un peu de la sécurité, j'imagine, en restant à ce moment-là, c'était vraiment plus de la sécurité. Okay. D'un point de vue, bah, voilà, je sais que j'ai un salaire à la fin du mois et je repose pas tout sur ma nouvelle activité où bah, finalement, moi, c'est pas que j'y connais pas grand-chose, mais je sais pas trop la direction que ça va prendre. Donc, non, c'était plus côté rassurance. Et quand j'ai compris que ouais, bah, c'est bon, je gagnais autant, voire plus. À côté, donc ouais, tu fais une et même et que transition. je m'éclatais davantage, en fait. J'ai dit, bon, bah là, c'est bon, stop. Il a recruté quelqu'un. On s'est dit au revoir. Et là, je me suis sentie vraiment libre parce que même ça devenait un poids pour moi. Tu vois, c'est pour ça que je sais pas si c'est la meilleure des solutions que de faire deux choses à la fois. Moi, j'étais très disciplinée et donc ça va. Mais avec un peu de recul, ouais, sur la fin, j'étais plus du tout motivée à bosser avec lui. Ouais. Puis tu es plus focus en fait sur un seul et même sujet. Tu restes t'es entre les deux et finalement
Le curseur, il est difficile à placer. Ouais, en effet. Après, moi, tu sais, je peux aussi partir vachement dans tous les sens, et notamment quand je bossais là-bas. En parallèle, je bossais en restauration, j'avais 5 boulots en même temps, donc un peu hyper actif sur les bords. Ok. Et ouais, donc j'ai lancé My Name is Bond, et en parallèle, il y a eu effectivement cette activité de e-commerce que j'ai lancée aussi. Ça avait un peu la folie quand tu démarres, t'es là en mode, tu te sens un peu pousser des ailes. Ah, il y a un projet qui marche, trop bien, on va en lancer un autre, comme si tout était hyper facile, mais pas du tout. Ouais. Mais ouais, voilà. Ok, et c'est une petite question pour venir sur ce côté un peu sécurité qu'on cherche souvent. Comme tu as dit, il y a différents chemins et plein de gens font pas les choses de la même manière, même s'ils arrivent au même but. Est-ce que le fait de réfléchir à cette sécurité peut te ralentir dans ta boîte? Concrètement, est-ce que le fait de, comme tu parlais un peu du courage de tout plaquer, est-ce que c'est pas quand on est au pied du mur qu'on va avancer le plus vite? Je pense, ouais. Après, on est tous faits différemment, donc ce qui va marcher pour certains ne va pas marcher pour d'autres. Ouais. Tu vois, je pense profondément qu'il y a des personnes qui ont effectivement besoin de mettre un terme à cette première activité en tant qu'employé, pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions dans l'entrepreneuriat. Maintenant, moi, il y avait vraiment ce côté, je sais pas. En fait, comme quand ça te convient plus, pardon, c'est un fit en fait qui se fait plus et du coup. Déjà, mais tu vois, j'aurais très bien pu me dire à partir du moment où j'ai capté que voilà, j'étais en train de lancer une activité en parallèle, que ça m'excitait davantage, j'aurais très bien pu lui dire, écoute, on s'arrête là. Et lui il m'a dit bah non, ce serait bien le temps que je trouve quelqu'un, etc. Donc ça a quand même duré 3 mois supplémentaires. Ouais, ça m'a réconfortée dans l'idée de me dire, bah voilà, j'ai une situation qui est confortable, j'ai encore le choix. Maintenant, je pense Est-ce que c'était la meilleure? J'ai eu de la chance aussi, je pense. Le timing. Ouais, le timing. Et puis après, il y a un autre aspect aussi dont on ne parle pas, qui est que My Name is Bond, je ne l'ai pas lancé toute seule, je l'ai lancé avec Maxime et avec Pierre, donc on était 3 associés. Et en fait, personne n'était full-time sur le projet, donc c'est pas comme si on se disait, bah vas-y, on va se lancer tous à 100%. On avait tous une activité en parallèle, on faisait tous autre chose, donc c'était bien réparti aussi. Ok. C'est important d'être dans la même situation que les autres cofondateurs, je pense. Moi, je pense. En termes d'équilibre, surtout, en termes d'implication, c'est souvent aussi comme ça que si les gens ne sont pas impliqués de la même manière, c'est ce qui risque de créer des problèmes et des frustrations des fois. Exactement. Donc là, au moins, en plus, on s'était dit, bon, bah, on va être tous autant impliqués, tant par rapport aux parts de la boîte que par rapport au temps le temps et de l'intensité qu'on va mettre dans le projet. Okay. Et ouais, au bout de quelques mois, on était en mode, ah, mais c'est cool, maintenant, on peut en vivre, en fait, de cette activité. Donc, allez, on quitte nos CDI, nos CDD, peu importe, et on se met full-time sur My Name is Bond. Trop bien. Et du coup, pour revenir à My Name is Bond, le constat, il est parti d'où? C'est-à-dire que l'idée, elle est venue d'où de base et comment est-ce que vous avez développé le truc? Le constat, il était très simple. Moi, je bossais, vous savez, dans la communication et dans le marketing. Et dans beaucoup de mes activités, j'avais pour objectif de développer la présence sur les réseaux sociaux. En fait, moi, mon objectif et ma conviction, c'était de dire à mes employeurs, vos réseaux sociaux, vous les exploitez pas correctement et vous vous rendez pas compte de l'importance de développer une communauté, parce qu'en fait, par la suite, ça va vous permettre d'attirer des clients. Et donc, je gérais la com avec les posts et tout, les trucs un peu classiques. Et en parallèle, ce que je faisais tout le temps, c'est que je faisais ce que j'appelais des routines d'engagement, que j'avais un peu nommé c'était mes pauses clopes, entre guillemets, mais parce que je ne fume pas. Okay. Et dès que mes collègues prenaient des pauses, moi, je faisais une pause Instagram où j'allais interagir en fait avec des comptes. Donc, le compte, la manière de faire, elle est très simple. C'est tu définis des comptes qui sont des comptes genre de tes concurrents, en fait des comptes qui s'adressent à la même cible que toi, et toi tu vas interagir avec leur communauté en mode coucou, j'existe, si jamais mon contenu t'intéresse, abonne-toi. L'action veut dire ça. Après on n'envoie pas un message pour dire ça, bien sûr. Mais voilà. Et effectivement ça marchait bien, notamment pour Gilbert, le truc un peu improbable, garde-meuble, j'avais réussi à choper des clients, on avait développé plein de choses. Bref, et tout ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça peut te ramener beaucoup. Maintenant, c'est très chronophage. Ça apporte pas beaucoup de valeur ajoutée pour la personne qui l'a fait, parce qu'on n'était pas sûr de l'échange en mode discussion en DM. Et à ce moment-là, moi, j'ai compris qu'on pouvait l'automatiser. Donc, quand j'avais échangé avec Maxime. Et je me suis dit, OK, je pense que là, on tient quelque chose d'intéressant. J'avais déjà cette conviction de me dire que l'automatisation était quelque chose qui allait se développer de plus en plus, avec notamment l'IA. On était peut-être un tout petit peu en avance, parce que c'était pas aussi démocratisé. Exactement. Et voilà.
Et est-ce que tu as un peu une vision tech dans ton profil ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Non, alors, pas du tout. Ça, faut parler à Pierre. Ok, donc voilà, Chacun son rôle. Donc il y avait de la complémentarité et forcément des profils différents, c'est comme ça aussi que vous avanciez. Ouais. Au début, vous n'avez pas trop recours à la sous-traitance ou un peu quand même? Au tout début, si, on a eu recours, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai, en termes de complémentarité des profils, je pense que c'est hyper important. Et je pense que ça fait partie de la recette qui a fait que My Name is Bond a bien fonctionné aussi. C'est que Pierre, Maxime et moi, on a des profils hyper différents. Maxime a peut-être plus cette vision stratégique, de par tous les projets qu'il a pu accompagner au sein de The Family. Et Pierre, elle a ce plus justement technique, compréhension de l'automatisation, des fonctionnements, etc. Là où moi, je vais avoir la vision marketing et vente. Vente, je ne l'avais pas initialement. Ok. Et en fait, je l'ai appris au fur et à mesure. T'es obligé au bout d'un moment parce que va falloir vendre. Ah, t'as pas le choix. Hein. De toute façon, on était là. En fait, quand on a commencé avec Maxime, on s'est dit, OK, on a une idée. Très bien. Mais avant de développer quoi que ce soit, testons cette idée. Vérifions qu'il y a un intérêt réel pour cette solution. Et donc, on n'avait rien. Quand je vous dis rien, c'est pas de site internet, on savait même pas comment faire la chose. J'ai contacté je ne sais combien de personnes pour leur vendre cette solution qui n'existait pas réellement au sein de My Name is Bond. C'était principalement sur LinkedIn ou Ouais, c'était via LinkedIn. Ouais. C'était à l'époque où tu pouvais contacter 100 personnes par jour. Donc là, j'étais comme une folle. Et non, donc j'ai trouvé 5 personnes qui m'ont dit oui, on veut bosser avec vous. Donc j'avais 5 clients. Je me suis dit ok, maintenant faut gérer la partie technique. Et donc Pierre nous a rejoint et finalement ouais, t'es obligé de faire des ventes. Et je pense profondément que c'est le poste qu'il faut déléguer le plus tard possible. Et en tant que fondateur, je pense que c'est hyper important de garder un pied dans l'opérationnel et de continuer à faire des ventes, même si tu vas pas gérer tout le flux de leads entrants, etc. Mais à minima, de continuer à échanger avec des gens pour te rendre compte en fait de la réalité du marché et de ce que les gens ont réellement besoin, parce que les besoins évoluent, les solutions évoluent, et ouais, je trouve que c'est hyper important. Puis ça te permet aussi de façonner ton produit au fur et à mesure. Donc, t'apprends beaucoup des clients. En fait, finalement, c'est les clients qui imaginent le produit pour toi. T'as juste à les questionner, plus ou moins. Ouais, exactement. Ça te donne beaucoup d'informations. Et après, tu vois, moi, par exemple, j'ai recruté quelqu'un, c'était quoi? C'est au bout de 3 ans, j'ai recruté quelqu'un. Donc, en fait, j'ai géré... Non, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi, 3 ans. Toute seule, j'ai géré toute l'acquisition. Donc, au début, bien sûr, on était avec Maxime et Pierre à faire un peu de vente tous les 3. Et après, les rôles se sont bien répartis. On a structuré, bien sûr, la boîte et plutôt le rôle de chacun. Et j'ai réussi à faire passer Bond de 0 à 50 000 euros de MRR, donc de chiffre d'affaires récurrent par mois. Et tout ça parce que je l'ai tellement, moi, fait toute seule que j'ai optimisé la moindre petite action. Parce qu'en fait, j'étais toute seule, j'avais pas le choix en fait que d'optimiser le plus possible la chose. Ouais, et après, tu recrutes. Tu étais carrément dans ce truc-là aussi. Quand tu cherches aussi, ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de ne pas trouver les premiers clients. C'est aussi financier, quand on engage potentiellement des frais et tout. Alors que finalement, tes premiers clients sont aussi tes premiers investisseurs quelque part, qui te permettent de développer ce premier produit, de le mettre en avant, de savoir ce qui marche pas, comme tu disais, de connaître leurs freins. Et surtout quand tu es dans une relation de partenariat, entre guillemets, tu n'es pas juste sur de la vente. Et on t'alimente beaucoup sur ce côté-là. T'as des clients qui t'ont marqué et avec qui tu bosses encore depuis le début? Ah ouais, j'en ai. J'en ai quelques-uns. Et j'ai notamment une marque e-commerce avec qui on bosse depuis bientôt 5 ans et qui développe tout simplement sa présence de manière digitale. C'est une marque qui fait des boissons. Okay. Et tu vois, grâce à l'automatisation, ils ont réussi à choper des deals avec des festivals, etc. Enfin, bref, il y a eu un vrai impact. Et puis voilà, et après, des clients qui m'ont marqué, ouais, il y en a plein. Et moi, ce qui me fait, c'est pas rire, mais en tout cas, ce qui m'amuse en ce moment, c'est que je me rends compte qu'on a de plus en plus d'anciens clients qui sont en train de revenir chez nous. Parce que on a des profils qui sont divers et variés. On a des gens qui viennent pour des sujets... soit tu viens parce que tu as besoin de développer ta crédibilité, soit parce que tu as besoin d'avoir plus de visibilité, soit parce que tu as tout simplement besoin d'aller chercher tes futurs clients, parce que tu sais qu'Instagram, c'est un canal d'acquisition. Bref, tu as plein de sujets, de situations différentes.
Et donc, il y a des clients qui vont rester sur du très long terme parce qu'ils en ont besoin tout le temps. Il y en a qui vont vouloir mettre de l'intensité sur une période très précise. Ça dépend. Oui. Et j'imagine que chaque client, du coup, a des objectifs en particulier, parce que du coup, quand tu vends ton service, c'est quoi la métrique que tu vends? C'est des KPI qu'il faut respecter ou comment ça se passe? Ouais, bah nous, ce qu'on vend, c'est vraiment la stratégie à proprement parler, Ok. c'est-à-dire ces routines d'engagement. Nous, on va être limité parce que sur Instagram et comme sur n'importe quel réseau social, tu as un quota d'action qui est limité. Ça veut dire que tu ne peux pas interagir à l'infini, parce que ça va contre les règles d'utilisation de la plateforme. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est c'est la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de faire le plus d'actions possible par rapport à ce que l'algorithme nous permet de faire. Et après, ce qu'on leur vend, c'est forcément plus de visibilité, mais de la visibilité qui va être qualifiée. En gros, nous, notre objectif, c'est pas de te ramener des abonnés pour te ramener des abonnés. On veut te ramener des abonnés qui vont être vraiment Engagés. intéressés par ton contenu, qui vont engager avec ton contenu et qui potentiellement vont souscrire à tes services ou ton produit. Être aussi tes ambassadeurs, etc. Ouais. Et une petite question, parce que du coup, vous avez forcément des demandes clients qui sont différentes. Toi, dans la boîte, comment tu arrives à développer cette expertise, j'imagine, multimétier quelque part? Et comment tu arrives à asseoir cette crédibilité-là? Je ne sais pas si tu as commencé spécifiquement avec l'augmentation de visibilité. Non, au début, on parlait plus d'automatiser la prospection parce qu'en fait, initialement, on faisait Instagram, mais pas que. On faisait Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, enfin Twitter X. Donc, on était sur différents réseaux sociaux. Et en fait, notre positionnement, c'était de dire on est l'agence qui automatise ta prospection sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que 90% de nos clients nous sollicitaient pour Instagram. Donc, il y avait un besoin criant sur cette plateforme. Et là, récemment, on s'est dit, OK, ne diluons pas le message qu'on fait passer, ne diluons pas notre positionnement et focalisons-nous sur Instagram, puisque vraisemblablement, c'est là où les gens ont besoin d'accompagnement. Donc maintenant, on est spécifiquement sur Instagram. Ouais. Et aussi, ça nous évite de partir dans tous les sens, parce que, bon là, ça fait 5 ans. 5 ans, si tu proposes la même offre, c'est cool, mais en fait, à un moment donné, tu fais un peu le tour et tu as envie de faire autre chose. Et les possibilités étaient énormes. Tu peux développer d'autres réseaux sociaux, Tu peux développer d'autres services, donc sortir de l'automatisation, mais être plus, par exemple, sur de la création de contenu. Enfin, le champ des possibles est immense. Ouais. Et là, d'avoir repositionné la boîte, ça nous a tout simplement permis aussi d'avoir une vision qui était plus claire, parce que maintenant, on se dit, OK, on vous accompagne dans votre développement sur Instagram, et ça va passer maintenant par revoir un peu la stratégie que tu vas avoir, donc la stratégie digitale, mais axée sur Instagram. Ça va passer par des stratégies d'acquisition automatisée, qui est ce qu'on a toujours fait, et on va même aller plus loin avec des stratégies de setting, où là, en gros, l'idée, c'est comment tu fais pour convertir tes abonnés en clients. Okay. Donc vous accompagnez sur toutes ces phases-là, en fait. Exactement. Et en fait, c'est des phases, c'est la suite logique, si tu veux, de pourquoi tu es présent sur Instagram. Et après, pour répondre à ta question, en effet, parce que donc, soit tu te focuses par rapport à une offre, soit tu te focuses par rapport à une cible, un persona bien précis. Nous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore, on n'a pas de cible précise. Ça veut dire qu'on accompagne autant... on va accompagner des artistes, on va accompagner des galeries d'art, on va accompagner des e-commerce, on va accompagner des entrepreneurs, on va accompagner des agences de communication. On a plein de clients différents sur plein de sujets et de secteurs d'activité différents. Ce qui est trop cool parce qu'en fait... ça vous permet d'en connaître un peu plus sur les différents profils de clients aussi. Et puis, t'en apprends tous les jours. Donc ça, c'est trop stylé. Pas chronophage, tu revois pas la même chose. Exactement. Après, tu as des schémas, bien sûr, qui se répètent parce que tu es sur les réseaux sociaux, y a des codes à avoir, etc. Mais le côté très spécifique de ton activité, etc., finalement, on le construit avec le client. Donc, on arrive, mine de rien, à adapter toutes nos stratégies à nos clients parce que nous, on a les codes de la plateforme, on a les codes de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et puis, en plus, en 5 ans, on a accompagné 2500 clients. On a de la data, on sait ce qui fonctionne. Après, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va fonctionner pour un client que ça va fonctionner pour un autre, bien sûr. Forcément. Mais au moins, on a un schéma qui est bien établi et on sait comment... Et généralement, vos clients, ils connaissent bien le persona ou pas spécialement? Ça vous est déjà arrivé à un moment donné où votre stratégie, elle ne marchait pas
Et c'est juste parce que le personnel n'était pas bon et que vous avez dû repasser par une phase de comprendre fondamentalement qui est la cible et. Alors, ouais, ça nous arrive. Ok. Alors, à plusieurs niveaux. Ça nous arrive déjà d'avoir des clients pour qui ce type de stratégie ne fonctionne pas. Mais souvent, ça s'explique par différents facteurs parce qu'en fait, si tu veux, toute la stratégie qu'on met en place, elle est possible et elle nous permet d'avoir des résultats si et seulement si tu as une bonne stratégie de contenu, tu as du contenu qui intéresse les gens, qu'on cible les bonnes personnes et qu'on fait suffisamment d'actions. Et tu vois, ça fait quand même pas mal de facteurs à prendre en considération. Donc, pour certains clients, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas, ou du moins, on n'a pas réussi à craquer la chose. Maintenant, il y a des clients aussi pour qui, par exemple, le premier mois, on ne va pas avoir des résultats incroyables. Et dans notre stratégie, nous, il y a toujours une phase d'optimisation. En fait, on fait du test and learn en continu. On prend des communautés qui nous intéressent, donc les concurrents, des comptes dans le même secteur d'activité, etc. Et on interagit au quotidien avec. Maintenant, en fonction des résultats qu'on va obtenir, nous, on va venir switcher, changer, et tout simplement aller cibler d'autres communautés. Se dire, OK, en fait, là, on n'a pas trop de résultats. Bon, on va tester autre chose, on va tester un autre secteur d'activité. Et donc, on réfléchit à d'autres typologies de comptes qui pourraient être intéressants. Et ouais, pour certains clients, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Mais c'est grâce à ces phases d'optimisation. Parce qu'en fait, en plus, quand on démarre une opération avec des clients, on leur demande toujours de nous fournir une liste de comptes qui leur paraissent être, pertinents par rapport justement aux personnes qui veulent cibler et par rapport à la compréhension de leur marché qu'ils ont, puisque vraisemblablement, ils sont plus spécialisés que nous sur leur positionnement. J'avais une petite question rapide sur la taille de tes effectifs aujourd'hui, etc. Mais aussi, je voulais savoir comment vous gériez un client, parce que vous avez des key account managers. Quelle est l'équipe que vous donnez aux clients? Ouais. Alors, nous, au sein de My Name is Bond, on est 3. On est 3 full-time dans l'opérationnel. Et après, l'équipe, on est une bonne dizaine de personnes parce qu'on bosse avec différentes personnes, mais sur des sujets très spécifiques. Quand un client vient chez nous, globalement, il passe toujours par la case visio, c'est-à-dire qu'on le prend en appel pour échanger, pour comprendre son besoin, pour lui donner aussi des conseils, parce que parfois, on les aide sur la vision de leur business, etc. Mais surtout, cet appel nous permet de statuer la meilleure stratégie qui va être intéressante au vu de l'objectif qu'ils veulent atteindre. Objectif de notoriété, de conversion, etc. etc. Suite à cet appel, on l'onboard. Pour l'onboarding, on le fait via une plateforme. On récolte leurs informations, donc liste notamment des comptes qui leur paraissent être intéressantes. Et derrière, c'est entre les mains de notre account manager. Okay. Et donc, à partir de là, on fait un call d'onboarding où en fait, on fait un audit hyper poussé de leur compte Instagram en mode OK, ça va pas, ça va pas, pourquoi ça va pas et comment tu peux le changer. On refait le point sur la stratégie et sur ce qui va être fait et mis en place. Et après, nous, on lance la strat. Et il y a le suivi de manière mensuelle avec la compte manager pour statuer et voir un peu où on en est en termes d'optimisation, etc. Et voilà, globalement. Donc finalement, vous êtes capable de prendre tout type de client en soi? Complètement. Ok. Je pense qu'il n'y a pas un seul client qu'on ne peut pas prendre. Okay. Peu importe la taille aussi? Peu importe la taille. On a autant accompagné des comptes qui commençaient de zéro que des comptes qui sont genre à 100 000 abonnés. Ça vous fait pas peur un petit peu d'être trop pris pour un généraliste, que certains clients aillent plus chez des spécialistes dans leur marché? Comment vous contrez ça un peu? C'est un bon sujet. Je me suis vachement posé la question. Mais non, ça ne me fait pas peur parce que... en fait, ça me fait pas peur pour plusieurs raisons. Déjà, sur le secteur de l'automatisation sur Instagram, c'est quand même déjà un peu niché, mine de rien. Et maintenant, si je devais choisir un persona, franchement, je ne sais même pas quel personnage j'aimerais choisir parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs chez tout le monde. Et quand bien même... Donc, prenons un exemple très concret. Nous, on accompagne actuellement un dentiste. Un dentiste qui veut développer sa présence sur Instagram, notamment pour développer sa crédibilité, sa notoriété pour, in fine, obtenir plus de rendez-vous. On touche au médical, etc. La stratégie, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est client chez nous. La stratégie fonctionne super bien pour lui.
Maintenant, c'est pas parce qu'elle marche pour lui qu'elle va marcher pour tous les dentistes. Parce que ça va être aussi une question de comment est-ce que tu communiques sur les réseaux, de quoi est-ce que tu parles, comment est-ce que tu te positionnes, etc. etc. Donc, j'ai pas envie... Et je pense même que d'avoir une seule cible qui est très, très, très nichée, je pense que ça nous fatiguerait un peu à la ouais. Et votre marché aujourd'hui, c'est uniquement la France ou il y a des perspectives d'évolution sur, je sais pas, par exemple, l'Afrique, les États-Unis Ouais. Pour l'instant, on n'est que sur le marché français, mais je pense plus par simplicité qu'autre chose, parce que on est français, on maîtrise très bien cette langue, donc c'est plus facile d'échanger avec... Connaître les codes aussi, j'imagine, des clients. Ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Après, nous, moi, j'ai toujours rêvé qu'on aille à l'international. On a tenté en lançant des petites campagnes de prospection, mais on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Okay. Et après, je pense que quand tu veux aller à l'international, il y a un vrai sujet, comme tu disais, de compréhension de ton marché. Et donc là, tu parlais des États-Unis. Les Américains ne fonctionnent pas du tout comme nous. Les campagnes de prospection qu'on met en place en France, il ne suffit pas de juste traduire et faire un copier-coller. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour l'instant, on n'a pas trop poussé la chose. Maintenant, on a des clients qui viennent un peu de partout. On a des clients canadiens, on a des clients australiens, etc. C'est une infime partie des clients qu'on a, certes. Mais je me suis dit, OK, mais attends, la France, c'est un marché qui est déjà immense. Très vaste, ouais. L'automatisation, les gens, OK, maintenant, on entend de plus en plus parler, notamment avec le développement de ChatGPT, etc. Mais il y a encore beaucoup de gens, en fait, à aller chercher en France. Donc, je voulais focaliser sur la France et, en fait, bien structurer la boîte pour... Après, de manière un peu naïve, faire juste un copier-coller de ce qui fonctionne très bien en France. Et voilà, en fait, le fait d'avoir un business qui est structuré, je trouve que c'est vachement rassurant pour aller le développer à l'international. L'expansion. Il faut attendre d'être référence dans son domaine aussi, peut-être en France, pour pouvoir espérer. Ça, ouais. Pas spécialement. Alors, je pense que pareil, c'est peut-être une croyance un peu limitante, ça. Okay. Mais oui, bien sûr, c'est rassurant de se dire ça fait 5 ans que maintenant on est sur le secteur d'activité. Bien sûr que vous pouvez nous faire confiance. Maintenant, on va à l'international. Oui, fine, très certainement. Mais je pense qu'on aurait tout intérêt à aller chercher de la croissance beaucoup plus rapide en allant chercher l'international. Mais ça nécessiterait d'avoir quelqu'un qui est vraiment full-time sur cette partie-là. Sur place, qui connaît bien les codes aussi. Exactement. Et justement, j'allais te poser la question un petit peu sur ton avenir et si tu voulais continuer sur Mailmiz. Bon, ça fait une belle transition. Je voulais bien un peu savoir ce que tu comptes faire de ta boîte. Parce qu'il y a plein de gens qui entreprennent pour des raisons différentes. Il y en a qui entreprennent pour exit, pour avoir de l'argent. Il y en a qui entreprennent parce que c'est un projet de vie. Il y en a qui le font pour faire plaisir à leurs parents. On parlait tout à l'heure des études, mais il y a aussi des entrepreneurs qui font juste plaisir pour reprendre le business des parents, etc. Toi, quelle est ta vision long terme ? J'aurai peut-être la réponse bientôt grâce à mon voyage. Non, plus sérieusement, quelle est ma vision ? Je suis passée par plein d'étapes. Je pense que c'est comme dans un couple. Il y a des moments où t'adores, t'es au bon endroit au bon moment, et des moments où t'as envie de tout lâcher et changer d'environnement. Ça serait mentir que de dire que depuis 5 ans, je suis au max tout le temps. C'est faux, bien sûr, et je pense que c'est normal. Le contraire serait un peu étrange. Maintenant, je me rends compte que moi, la raison pour laquelle j'ai entrepris, déjà, c'était pour le côté financier. J'avais envie de bien gagner ma vie, mais j'avais aussi envie d'être bien entourée, donc notamment de travailler avec mes potes. Je sais pas, il y a un côté très rassurant et juste, ça me permet en fait d'avoir un quotidien qui n'est pas perçu comme étant du travail. Et il y a un troisième aspect qui est le voyage, parce que moi, j'adore voyager, j'ai besoin de bouger souvent. Et souvent, quand tu bosses pour quelqu'un, rares sont les boîtes qui sont 100% en télétravail. Donc voilà, tous ces éléments ont fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là, ça fait 5 ans. Ça fait, je pense, bien 4 ans que je vis la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, où j'ai une situation qui est confortable, qui aime bien ma vie, etc. Donc là, se pose la question de, OK, tu as validé tout ce que tu voulais valider, maintenant on fait quoi ? Donc... Je sais pas, j'ai pas encore la réponse. Forcément, il y a des moments. C'est bien d'aller la chercher ailleurs aussi, la réponse. Comment ? C'est bien d'aller la chercher ailleurs aussi, la réponse. Ouais, je pense que c'est bien de faire de l'introspection, chose que j'ai pas du tout.
chose que j'ai mis complètement de côté, je pense. Ouais. T'as pas pris le temps de le faire aussi? Non, et puis parce que je suis quelqu'un qui fonce, qui est très dans le faire, très dans l'opérationnel. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pars. Là, j'ai dit, OK, je veux partir, je veux quitter Paris, je veux quitter mon environnement, je veux juste sortir déjà de ma zone de confort physiquement pour justement aller chercher les petites questions que j'ai au fond de moi. Et non, actuellement, ma position, elle est la suivante, c'est que My Name is Bond est une boîte qui tourne, qui fonctionne bien, où je suis en train de constituer une équipe avec des gens qui sont incroyables, qui aiment ce qu'ils font, qui ont un cadre de vie qui leur plaît. Et donc déjà, ça, c'est une belle mission et je m'en rends compte de plus en plus. Avant, je faisais My Name is Bond de manière très égoïste, parce que c'était pour moi. Maintenant, on emploie des gens. Tu peux changer la vie de personnes grâce à ta boîte. C'est un peu ce qui est en train de se passer et je me rends compte le bien que ça me fait que de le voir et que les gens me le disent. Maintenant, je pense que ma mission ne va pas s'arrêter à Bond. Je pense qu'il va y avoir autre chose. Là, je suis sur un sujet où j'échange notamment avec des femmes qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi, donc un peu bloquées, pas très indépendantes, etc. Et qui rêvent de plus, qui rêvent de liberté, qui rêvent de voyage. Et donc, ouais, peut-être accompagner des femmes à se développer comme j'ai pu le faire moi. Et voilà. Mais ça, tu vois, c'est plus, en tout cas pour l'instant, pas un side business, mais... Peut-être un nouveau cycle à commencer, parce que tu as l'impression d'être en fin de cycle avec ta boîte et tu as envie de chercher quelque chose de différent et quelque chose qui t'épanouirait beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Je pense que une fois que tu as coché ce que tu voulais, tu cherches une mission qui est plus grande et qui va avoir un vrai impact... pas personnel, mais où tu vas avoir un vrai impact sur la vie des gens. Non pas qu'on n'ait pas d'impact avec My Name is Bond, bien au contraire. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est la fin d'un cycle. Maintenant, la fin d'un cycle ne veut pas dire que c'est la fin de My Name is Bond. Absolument pas. Je pense juste qu'à titre personnel, j'ai besoin de faire autre chose en parallèle, qui soit plus une petite activité complémentaire pour avoir un impact sur la vie des gens. Et parce que en fait, je me rends compte que c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Initialement, je pensais pas, parce que j'aime pas trop. Moi, j'ai beaucoup changé, hein, mais j'aimais pas trop prendre la parole. J'étais plus la nana qui se cache derrière. Ouais. Pas forcément. Non, j'ai toujours été pas introvertie. Non, pas introvertie. Mais dans la boîte ou quand je bossais pour des employeurs, j'étais pas trop dans le show. Okay. Et dans le faire, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et là, maintenant. Prendre la parole, c'est quelque chose de parfois un peu inconfortable, mais où à la fin, tu dis « Ah, je l'ai fait, c'est cool, c'est bien, j'ai évolué. » Carrément, prendre la parole en public, beaucoup de choses comme ça. Mais du coup, tu disais, tu as, on va dire, coché les cases que tu voulais cocher avec My Name is Bond, ce qui te libère un peu peut-être du temps et aller chercher autre chose. Tout à l'heure, on a pas mal de fois parlé de voyage, juste en surface, mais on va rentrer un peu plus en détail. Ouais. Ce côté voyage, est-ce que c'est des autres cases, justement? Qu'est-ce que tu cherches dans ce côté voyage? Je ne parle pas forcément de l'idée que tu cherches, mais qu'est-ce que tu te cherches à toi-même, quelque part? Là, tu as fait des stages à l'étranger au début de ta carrière, tu as toujours aimé bouger. Pourquoi? Alors, initialement, moi, quand j'ai commencé à voyager, c'était aussi beaucoup pour bien parler anglais. Parce que je pense que c'est une compétence qui est nécessaire quand tu vois grand, en tout cas. Maintenant, c'est une très bonne question que tu poses. Qu'est-ce que je cherche? Je pense que pendant longtemps, je ne savais pas trop ce que je cherchais, si ce n'est de fuir justement mon quotidien. Fuir, c'est peut-être un peu fort, mais c'est de changer d'environnement, tu vois, de sortir un peu de ta zone de confort. Et parce que je pense que ton environnement, il a un impact certain sur qui tu es et ce que tu fais au quotidien. Et quand je parle d'environnement, je parle de tes relations comme de l'espace dans lequel tu es. Et quand tu changes d'environnement, c'est un peu une forme de nouveau cycle. Tu vois, ça donne un nouveau souffle. Tu appuies sur Restart. Donc... ouais, je pense que c'est reprendre un nouveau souffle à chaque fois.
Après, je vais pas te mentir, il y a aussi le fait d'aller chercher le soleil qui est très présent. Moi, j'ai Surtout en ce besoin moment. du soleil dans ma vie. Carrément, Donc, quand je reste trop longtemps à Paris et qu'il fait pas très beau, en vrai, ça a Ça joue vraiment beaucoup un sur le impact. moral, ouais, Ouais. c'est horrible. Je pense pour tout le monde, mais moi particulièrement. Genre, je peux vraiment finir en dep. Donc, je préfère aller au soleil. Ok. Et voilà. Et après, il y a un autre point qui rejoint exactement ce que j'étais en train de dire, qui est ce nouveau souffle que tu prends, plus le fait de changer d'environnement et le fait de quitter ton environnement. Et le fait de quitter ton environnement lève des barrières mentales que tu as. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a de ça 3 ans, je vous en parlais tout à l'heure en off, mais je suis partie en Thaïlande pendant 4-5 mois. Et là-bas, franchement, même avec un peu de recul, je me dis, mais j'étais une machine. Mais parce qu'en fait, j'ai initié plein de choses et je faisais plus attention au regard des autres. Parce qu'en fait, déjà, physiquement, il n'y avait plus personne. Ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Donc, peu importe ce qu'ils disent, bah, je le sais pas, je le vois pas. Et tant mieux, parce qu'en fait, ça me permet d'avancer vite et de pas trop me poser de questions. Et donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois, se dire, ben... Feuille blanche. Ouais, exactement. Feuille blanche. Après, ce côté feuille blanche-là, je trouve que des fois, il est aussi dangereux. Parce qu'on a des personnes, tu vois, quand tu parlais de discipline, tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Si tu n'as pas cette discipline dès le début, tu peux aussi rapidement te perdre. Complètement. Il y a pas mal de personnes qui ont tenté l'aventure à l'étranger et qui sont revenues en France en se disant non, c'est pas pour moi. Ouais, donc ce côté-là aussi, entre le risque que tu prends, la discipline que tu dois mettre en place, donc c'est aussi quelque part un job, alors qu'il y a pas mal de personnes qui l'imaginent comme des vacances ou autres. Ouais. Et toi, comment tu arrives à vraiment asseoir ça? Comme tu m'as dit, il y a le côté regard des autres qui sont plus là physiquement, donc tu n'as plus à t'en faire. Mais quels sont tes réflexes quand tu arrives dans des nouveaux pays? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement en termes d'action? Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Je pense que je suis de nature quelqu'un de très discipliné. Et qu'est-ce que je mets en place? En vrai, rien. Moi, mes journées ne se ressemblent pas, certes, mais je bosse sur mon ordinateur. Donc, le premier truc que je vais checker, oui, c'est une bonne connexion Wi-Fi. C'est très con, mais en vrai, c'est nécessaire. Pour avoir passé 1 mois au Maroc, à Marrakech par exemple, c'était un vrai sujet qui nous a beaucoup pris la tête et qui peut te ralentir justement dans tes actions. Maintenant, je pense qu'il faut aussi laisser une part d'inconnu et de spontanéité. Et oui, en effet, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, tu vois, d'aller au bureau, qui ont besoin d'un setup, tu vois, d'avoir ton double écran, une bonne chaise, etc. Moi, j'avoue, je suis un peu route là-dessus parce que j'arrive à bosser dans différentes conditions. Maintenant, je me rends compte qu'avoir un double écran, c'est pas mal quand même. Mais Tu as besoin de ton ordinateur en fait. moi, j'ai juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ouais. Donc, juste être dans un cadre bien, tu vois, avoir ton petit espace pour bosser. Et après savoir couper et faire du sport. C'est un vrai sujet, ça, savoir couper, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est difficile parce qu'on est toujours tenté de regarder nos mails, que ce soit le week-end, que ce soit à pas d'heure le soir. Enfin, je ne sais pas comment tu arrives à trouver le juste milieu, ou peut-être pas. Peut-être que tu t'es... moi, j'ai téléchargé Opal récemment. Okay. Tu sais, c'est le truc qui coupe. Tout est... Ouais, et genre en mode, je mets le mode hardcore où même si je désinstalle l'application... l'application Opal, ça ouvre pas Instagram ou Facebook, quoi que ce soit. Genre, okay. C'est vraiment mort pendant, je sais pas, 4-5 heures. Et finalement, en fait, le constat, il est parti du fait que je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Après, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, mais parce que je travaille aussi avec. Bref, c'est un autre sujet. Mais, en moyenne, vous êtes à combien de temps d'écran par jour? Après, j'ai Waze aussi pour les trajets, donc ça fausse un peu le truc, mais ça doit être du 3 heures à peu près sur les réseaux sociaux. Okay. Je pense aussi, je suis entre 3 et 4 heures, sauf il y a certaines journées où je suis beaucoup plus sur Teams, blablabla. Ouais, 3-4 heures, et franchement, 3-4 heures, je suis plutôt content. J'ai eu des périodes où j'ai eu peur en voyant certaines moyennes. Non, mais il y a des jours moi, où je suis à 7 heures, je comprends pas. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont passés. Ça passe trop vite. Et tu sais, en plus, tu peux avoir même la stat de combien de fois tu as cliqué sur l'application par jour. Et des fois, tu te retrouves à 200. Moi, j'ai regardé une donnée récemment qui m'a un peu fait peur, qui est combien de fois tu regardes ton écran. Est-ce que juste vous avez une idée, un ordre d'idée? Pas du tout. Si je devais parier, franchement, je pense par jour, je dépasse les 100. Ok.
c'est ça. Alors, quand tu dis tu regardes Ouais, ton c'est écran ça. sur Bah, mode exactement, comme ça. ce que tu Là, viens de c'est une faire. fois, tu vois. En gros, tu checkes pour voir si tu as Ouais. des notifs ou tu regardes l'heure, peu Check importe, quelque mais tu checkes quelque Ah, mais chose. plus de 300 par jour, Ouais. c'est sûr. Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Ok. Moi, j'étais à 150. Mais je l'ai en Ok. mode 150 fois. Ouais. Non, mais tu travailles la journée aussi, tu Ouais. vois, il était sur ton ordinateur. Mais ouais, non, c'est. Et c'est ça les distractions, tu vois, dont on parlait, etc. Là, on parlait du fait quand tu pars en voyage, tu mets en place. C'est ce genre d'action pour moi, tu vois, où tu es peut-être de nature discipline, c'est-à-dire que tu sens pas ce que tu fais, mais tu dois forcément, si on compare avec quelqu'un qui n'a pas cette discipline-là, tu as des actions qui te permettent de bosser plus Bien focus. sûr, bien sûr. Après, comme tu as dit, tu bosses avec ton ordinateur. L'ordinateur, c'est un élément qui peut à la fois être hyper focus, mais à la fois hyper distraction. Ouais, bien Ouais. sûr. Ça peut vite déraper en fait. Et, Ouais. l'important, c'est le système aussi que tu as. Que tu mets en place. Ouais. Moi, mon système, il a beaucoup évolué. Mm. Et on parlait de coupure aussi. Pareil, je suis passée par différentes étapes. Forcément, les 2 premières années, tu coupes pas parce que tu es juste à fond dans ton projet. Tu es là en mode c'est un truc nouveau. Tu as besoin d'aller chercher de nouveaux clients, toujours tu es dans ce faire, etc. Donc pendant 2 ans, j'ai jamais coupé. Il faut savoir que quand j'ai lancé My Name is Bond, après en parallèle, j'avais lancé une marque e-commerce. Donc, je me suis retrouvée avec 3 boulots en même temps qui étaient assez intenses, où j'ai un peu frôlé le burn-out. J'étais un peu à bout de souffle. Et donc après, j'ai pris la décision de tout arrêter et de me focaliser sur My Name is Bond, puisque vraisemblablement, c'était l'activité qui fonctionnait, qui était quand même assez alignée avec ce que je connaissais et ce que je voulais faire. Et moi, je pense que je coupe jamais vraiment. Et c'est ce que je dis souvent, on me voit vachement en voyage et tout, mais je suis jamais en vacances. Ouais. Et les gens sont en mode, t'es tout le temps en vacances et Thaïlande. tout. Bah, pas vraiment, hein, c'est juste que tu vois pas tout. Hein. Mais est-ce que pour autant c'est un problème? Je pense pas. Je pense que ça dépend beaucoup de chacun, de comment on fonctionne, etc. Moi, j'ai jamais ressenti ce trop justement de taf ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que en début d'année, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis 5 ans. Ok. Donc, j'avais jamais pris de vacances. J'ai posé 3 jours. Je suis partie à Venise avec une pote et tout. Ça m'a fait du bien. Et en fait, ça m'a fait du bien et j'ai réalisé que je ne vivais pas pour ma boîte et que je n'étais pas ma boîte. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que dans cette course entrepreneuriale, tu peux souvent te perdre. Et moi, à un moment donné, vraiment, je pensais My Name is Bond, H24. Ouais. J'étais My Name is Bond. Je ne vivais que par My Name is Bond. S'il y a un truc qui allait pas bien dans My Name is Bond, c'est genre moi, je vais pas bien. Et, si je fais quelque chose de mal dans My Name is Bond, je suis quelqu'un qui fait les choses mal. En fait, c'est mauvais et je pense que ça peut arriver très facilement. Il y a beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir pris ces vacances et juste d'avoir dissocier un petit peu ta boîte et toi, c'est important. C'est ça. En fait, je me suis dissociée de ma boîte et ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue avec une nouvelle énergie et je me suis dit ok, maintenant je prends plus du tout les choses à cœur et je pense que j'ai vraiment fait j'ai step up là-dessus parce que maintenant je suis là en mode ça va, on sauve pas des vies en fait, hein. Donc même la gestion avec tu vois, avec des clients, avec des leads, des situations qui sont un peu compliquées, etc., délicates, maintenant je le gère beaucoup mieux. Parce que tu as une approche qui est différente aussi. Donc, exactement. Et je pense que le fait de partir loin, ça va t'aider aussi par rapport à ça, parce que c'est incroyable le pouvoir de partir loin. Bon, c'est pas fait pour tout le monde, hein, mais pour les personnes à qui ça fit, c'est fou parce que finalement tu commences à rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui ont un background qui est complètement différent, qui font des choses complètement différentes de leur vie, et ça t'ouvre beaucoup les yeux sur le fait que putain, mais en fait c'est fou parce qu'on a grandi dans des environnements qui sont complètement différents et des fois tu tombes sur des histoires qui sont complètement loufoques. Complètement loufoques et tu te dis mais c'est pas possible. Et puis même ça te donne des idées aussi, c'est ça. Tu vois, que de voir différents formats. Différentes cultures, différentes histoires, différentes approches, différentes manières de réfléchir. Et parfois, il suffit pas grand-chose en vrai pour faire la différence. Hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une phrase que tu as entendue. Une situation que tu as vécue. Tu vois, par exemple, c'est une chose qu'on retrouve aussi souvent dans les pays qui sont, on va dire, quelque part un peu moins riches économiquement, quand tu découvres ce genre de culture,
où ça te fait aussi en fait, reconnaître à quel point tu as été chanceux dans ta vie, à quel point aussi, des fois, tu vois, tu es passé par un parcours où tu as des situations où tu te sentais vraiment mal. Quand tu compares ça à une certaine misère aussi, c'est hyper intéressant d'avoir en fait, ce différentiel et tu en apprends aussi beaucoup sur toi-même. Tu vois. Là où pour moi c'est un peu plus dur, je sais que c'est un peu plus dur pour certaines personnes, quand je parle de quitter là où tu vis, comment tu as l'approche avec tes proches, ta famille que tu laisses ou les gens que tu laisses sur place, comment tu arrives à gérer ça à distance? C'est peut-être le plus dur Ouais. sur le fait d'aller loin. Mais... Gérer son entourage à distance. Bah, moi, j'ai vécu une relation à distance pendant 3 ans, donc je pense qu'il y a certains... J'ai appris beaucoup de cette relation, disons. Et non, comment est-ce que je le vis? Je le vis bien. Je le vis bien et je pense qu'eux le vivent bien aussi. Je pense que c'est une question de structure et de comment est-ce que tu vois la chose. Déjà, ils savent pourquoi tu pars, la plupart du temps. Et tout est une question aussi d'entretenir ces relations. Moi, globalement, j'ai plein de potes de plein d'univers différents. Des potes de restauration, des potes de l'IUT, des potes d'école de commerce, des potes de l'entrepreneuriat, bref, des potes de partout. Et ouais, c'est des petites attentions. Je dis pas qu'il faut parler à tout le monde au quotidien. Je pense que ça, c'est hyper défocus et ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Tu as tout intérêt, en fait, à donner peut-être peu de ton temps, mais à des moments où tu vas être vraiment présent et où tu vas avoir des discussions vraiment intéressantes. Et après, tu as plein de formats différents. Tu peux faire des FaceTime. Ça rapproche. Tu as l'impression d'avoir la personne à côté. Exactement. Mais moi, je suis très message. Je parle beaucoup sur WhatsApp. Okay. Et ouais, je sais pas, je pense que ça fait partie de mes habitudes. Après, je dis ça, c'est vrai qu'avec ma famille, quand je suis à distance, généralement, je suis tellement dans l'effervescence de ce que je suis en train de vivre à l'instant T que la relation est peut-être finalement, elle est un peu plus... Moi, je me suis inspiré d'un truc récemment, c'est un pote qui a mis ça en place. Et en fait, c'est tu bookes en fait des créneaux sur chaque 3 semaines. Ce que j'ai commencé à faire avec mes amis qui habitent en France, je book des créneaux toutes les 3 semaines. C'est un call de 30 minutes ou c'est un call de catch-up. Et comme ça, eux, ils le savent. Donc, ils ont la notification comme quoi ils ont le call avec moi de 30 minutes le samedi ou le dimanche, on s'en fout. C'est juste un call de catch-up, rien d'engageant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ça permet d'entretenir un petit peu le lien. C'est tous les mois, par exemple. C'est tout bête, mais... Je l'ai fait. Okay. Je le fais avec certains potes avec qui ça fonctionne, mais globalement, ça fonctionne avec des potes qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat. J'ai tenté de le faire avec ma famille, et notamment avec ma sœur, par exemple. Ça tient pas. On était arrivé à la conclusion qu'on ne se tenait pas assez au courant, etc. On s'est mis un créneau et en fait, jamais respecté, à chaque fois, ah non, je suis pas disponible. Et les gens me disent, bon, bah, vas-y, on le supprime, ça sert à rien, quoi. Parfois, faut pas forcer la chose et surtout, je pense que peut-être que c'est juste pas le bon moyen de. Oui, avec tout le monde, effectivement, pas avec tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas ce côté-là de prévoir quand est-ce qu'on va se parler, qui sont plus dans le naturel entre guillemets. Mais c'est clair que je pense que la clé, comme tu l'as dit, c'est aussi de t'adapter. Forcément, c'est pas les mêmes personnes avec qui tu entretiens la relation. Si tu as un copain ou si tu as un meilleur ami ou si tu as une sœur, tu ne parles pas à la même fréquence, pas des mêmes sujets. Donc tu t'adaptes beaucoup. Mais est-ce qu'à long terme, c'est faisable? Parce que je sais à long terme... de gérer à distance. Ouais, c'est ça, en fait. Sur le long terme, est-ce qu'à un moment, il faut revenir à être stable dans un même endroit? Ou est-ce que tu penses que c'est gérable sur toutes les étapes de la vie? C'est une bonne question. En vrai, j'ai pas la réponse. Je pense que... Est-ce que c'est gérable? Oui, c'est gérable. Si c'est gérable maintenant, c'est gérable plus tard. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que toi, c'est une situation qui va te convenir sur du long terme? Je sais que, bon, là, jusqu'à présent, j'ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé, etc. C'est cool. Et d'ailleurs, juste pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, il y a un moyen aussi très facile qui permet, en fait, surtout à ma famille d'être tenue au courant de ce que je fais au quotidien, etc., qui sont les réseaux sociaux. Sur les réseaux, je poste souvent, je raconte pas ma vie, mais je montre en fait où je suis, etc. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a de ça peut-être 2 semaines, ma mère m'a envoyé un message: coucou chérie, ça va? Je suis en mode oui, ça va, et toi? Elle me dit bah oui, mais je te voyais plus sur Instagram. Alors je pensais qu'il y avait un truc grave. Je suis en mode non, t'inquiète, juste je poste beaucoup là. Donc ça, c'est une bonne manière de faire. Et qui plus est, moi j'ai de la famille aussi qui est au Portugal, donc par exemple, on se voit très peu. Et en fait, ils me disent à chaque fois, on adore te suivre sur Instagram parce qu'on a l'impression d'être avec toi. Proche, ouais, exactement. Je partage beaucoup.
Tu partages pas en profondeur parce que c'est ce que tu montres à tout le monde, entre guillemets. Mais au moins, ça leur permet d'avoir un fil conducteur, ce qui est chouette. Et moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas trop. Maintenant, pour en revenir à ta question sur est-ce que c'est gérable sur du long terme, je pense que c'est gérable sur du long terme. Maintenant, c'est vrai que là, je construis quand même des amitiés qui sont très fortes. Et j'ai aussi une vision de la vie et des proches qui diffère de ce que j'avais ou de qui j'étais avant. Dans le sens où voilà, j'avais beaucoup de potes, dans plein d'environnements différents, etc. Et là, je me rends compte que j'ai envie de passer vraiment ce qu'on appelle du quality time, donc du temps vraiment de qualité avec des gens, parce que je pense profondément que c'est dans ce genre de moment que tu vas dans le vif du sujet et que tu arrives à créer des connexions qui seront juste fortes et qui vont durer dans le temps. Donc oui, là... je suis trop contente de partir parce que je sais que c'est un moment où j'en ai besoin dans ma vie. Je sais c'est trop bizarre à dire, hein, mais je sais qu'il va se passer des trucs de fou là-bas. Je sais que mentalement parlant, il va y avoir une nouvelle Marion. Switch. Et donc j'ai trop hâte. Maintenant, je suis hyper triste de quitter mes proches. Je suis hyper triste de ne pas voir mes copains, mes copines pendant 3 mois. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Et voilà. c'est le risque que tu prends aussi. Donc, oui, et après, encore une fois, tu disparais pas. Hein. J'ai pas dit que j'allais C'est m'installer forever là-bas. Encore une fois. Je sais qu'en fait, je reviens. Donc, il y a une date. Donc là, ça me fait, disons, moins peur. Je pense que le jour où je me dirais je veux m'installer à l'étranger, là, ça va être plus... Là, il y aura un vrai sujet. Ouais, ça va être plus pénible dans le sens où ça va peiner certaines personnes et ça va me peiner aussi... par rapport à certaines relations que je vais avoir où je sais que forcément ça va avoir un impact parce qu'on se verra moins, etc., etc. Et là, tu parles un peu de partir toute seule. Et un petit truc dont on n'a pas parlé avant, c'est que tu es aussi parti avec des gens. Oui. Tu avais Nomade, je sais que c'était revenu, je ne sais pas si c'est le cas actuellement tout de suite, mais c'est une approche aussi complètement différente, si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, complètement. Alors en effet, Nomade, c'est un autre projet que j'ai lancé en parallèle de My Name is Bond. Un 12e projet. Elle s'arrête jamais. Donc que j'ai lancé avec 2 copains qui s'appellent Kylian Palermo et Alexis Bouvet, qui sont 2 garçons que j'ai rencontrés en podcast d'ailleurs. Ah, trop bien. Donc comme quoi le podcast, en vrai, c'est cool, hein, ça permet de rencontrer des gens assez intéressants. Et en fait, on a lancé Nomade pour une raison très simple, c'est qu'on aimait tous les 3 voyager. Et en fait, on avait envie de créer cet écosystème un peu autour du voyage et autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as très peu de concepts comme ça. Tu as plein de co-living qui existent, mais dans les co-living, tu as de tout. Hein. Et là, l'idée, c'était de se dire, vas-y, ce serait cool de partir avec des entrepreneurs. On part 10 jours. Et en fait, pendant ces 10 jours, on se challenge les uns les autres. Et en fait, on s'aide dans nos business. Parce que c'est cool parfois d'avoir un regard nouveau sur la situation externe que tu as. Donc, on a lancé Nomade et c'était il y a 2 ans. On a fait 4-5 éditions, donc trop cool, ça a bien fonctionné. On a des retours de malades, genre vraiment de malades, parce que là, pour le coup, tu es vraiment sur... tu crées des relations humaines, tu crées des amitiés. Tous les groupes avec qui on est parti, de base, ils ne se connaissaient pas. Tous sont restés potes. Certains sont devenus meilleurs potes. Tous se revoient. Il y a des voyages qui se réorganisent avec les différents groupes. Enfin, juste pour ça, c'est trop incroyable. C'est une vraie communauté, quoi. C'est une vraie communauté, ouais. Et puis, c'est pas un truc... tu vois, il n'y a pas 1000 personnes ou quoi que ce soit. À chaque fois, on le fait en petit comité. On est moins d'une dizaine, ce qui permet en fait à chacun de développer... Vraiment parler avec tout le monde. Ouais, exactement. Et d'avoir des vraies discussions profondes plutôt que d'être noyé au milieu. Tu sais comment ça se passe quand il y a beaucoup de personnes. Tu sais, ça fait des mini-groupes. Au final, tu parles pas à tout le monde. C'est pas ouf. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes amis où tu préfères peut-être plus rester 1 heure en tête-à-tête avec quelqu'un que boire un verre avec 5 personnes. Au final, on parle pas en profondeur sur rien du tout. Exactement. Ouais, donc là, c'est le vrai sujet. Et puis aussi, ça rejoint vraiment toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais l'environnement, parce que mine de rien, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un environnement qui soit adéquat avec la vision que tu as et par rapport aux objectifs que tu souhaites atteindre. Et nous, il y a pas mal de personnes qui sont venues chez nous, donc au sein de Nomade, donc vivre cette expérience, parce que justement, ils se sentaient seuls, parce qu'ils n'ont pas d'associés, et parce qu'ils ont besoin et envie de rencontrer des gens
voilà, qui sont peut-être à un stade supérieur ou juste qui sont dans la même situation. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Donc, c'était une de nos missions. C'est toujours d'actualité. On est un peu en train de modifier le format. Bah, forcément, plus ça va, plus nous-mêmes, on évolue dans nos business. On a une vision un petit peu plus claire de comment on aimerait proposer cette expérience. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est un side project, donc on en organise un, voire deux par an. C'est pas trop business, si j'ai bien compris. Et en vrai, ça rejoint aussi un petit truc que tu disais tout à l'heure. C'est juste une idée qui me vient comme ça, mais Nomade, c'était, j'imagine, un peu aussi dans cet esprit d'entraide. Oui. Et tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de ton côté qui veut peut-être s'impliquer pour pousser les femmes, tu vois, travailler entre femmes et tout. Ça pourrait être ce genre aussi d'initiative, entre le mentorat, entre le partage de moments ensemble, etc. 100%. Là, je me rends compte, j'ai lancé j'ai lancé, en fait, j'en ai parlé à ma communauté, dans le sens où je dis, voilà, j'aimerais suivre des nanas, les aider à se lancer, etc. Donc là, je suis vraiment dans une phase de test du modèle, parce qu'en fait, j'ai même pas une vision très claire de ce que je veux faire, ni même de ce qui va réellement me plaire. Donc là, j'y vais un peu à l'aveugle. Et donc, je vais suivre quelques femmes, effectivement, qui vont se développer. Et là, pour avoir déjà échangé avec certaines d'entre elles, je me rends compte qu'effectivement, ce côté, on en revient à la même chose, mais ce côté environnement, des gens qui sont dans la même situation que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi, etc., bah, ça court pas les rues. Et tu as plein de gens qui sont... Bon, je vais faire je vais donner le tableau un peu bateau classique que tout le monde connaît, mais tu vois, tu as tous tes potes d'école de commerce, ils sont tous consultants, et toi, tu veux t'entreprendre... ce genre de personnes-là, tu vois, ils sont très... et puis même, ils sont très dans la critique, dans... tu parles sur les réseaux sociaux, ici et ça. Je le sais, je l'ai moi-même vécu. Et c'est trop difficile de se lancer quand tu as autant de personnes qui te mettent des barrières. Mais parce qu'en plus, c'est leur propre peur qui projette. Généralement, oui. Et c'est insupportable. Et donc... Créer cet je pense que développer une communauté, une vraie communauté, et qui plaisait peut-être rencontrer les gens après en physique, etc., Ouais, je pense que c'est un truc qui... Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Une suite. Voilà, exactement. Maintenant, je commence déjà par le fait de suivre des nanas, tu vois, sur une période de 3 mois, avec un plan d'action qui est clair, avec... on se parle une fois par semaine. Et voilà. Ok, trop bien. Bah, je te souhaite plein de bonheur sur cette dernière aventure. J'espère que tu vas trouver le modèle et le format qui conviendra du coup à toutes ces personnes que tu vas suivre. Je le trouverai sûrement à Cape Town. Potentiellement. Touche un peu vers la fin. Bah, écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir. On a discuté un petit peu de tout, pas que d'entrepreneuriat pour le coup. C'était l'objectif justement, vraiment élargir le scope. Et généralement avec Reda, on parle un peu de tout. Et il faut, de toute façon. C'était l'idée de base du podcast, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à parler à la maison et sur le canapé. Et on s'est dit, bah en fait finalement, ce serait bien d'enregistrer ça et de faire profiter tout le monde. Trop bien. Vous avez fait venir des potes aussi déjà ou pas encore? Un pote? Ouais, un ami, ouais. Alors, juste petite parenthèse. Alors c'est avec ce pote-là qui est en Suisse, avec qui on était censé enregistrer le premier épisode. Okay. Et en fait, il a loupé son train. Et, ouais, exactement. Et de base, il venait juste nous voir. Ouais. Et je leur ai proposé, venez, on loue un studio et on va commencer à enregistrer. Et il m'a dit, bah oui, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, il a loupé son train. Et du coup, il fallait trouver un autre invité. Donc, c'était en Antoine. D'accord, c'est pas drôle. Ouais, du coup, on l'a fait avec lui, plus sur le côté business, encore une fois. Lui, il est dans l'IA, dans le biomédical, dans l'IA. Au début, on a fait pas mal justement d'épisodes qui étaient sur l'intelligence artificielle. Et on ouvre un peu plus sur le business de manière générale et l'état d'esprit. L'état d'esprit des personnes, des CEO de start-up. Donc, pour profiter tout le monde. Encore une fois, c'est une question d'environnement aussi, parce que nous aussi, on s'est rendu compte que finalement, l'environnement, c'est la clé si tu as envie de te leverage toi-même. Complètement. Donc, et puis, je trouve que le podcast, c'est d'une certaine manière un petit hack, parce que tu peux faire venir des gens qui t'inspirent. Et en fait, tu as une masterclass privée sur un sujet en fonction de la tournure de la discussion, bien évidemment. Mais ouais, c'est trop intéressant. J'avais lancé aussi un podcast, mais je le faisais pas en physique, je le faisais 100% à distance. On a vu quelques épisodes, justement, on n'a pas eu le temps de parler de tout aujourd'hui. Mais moi, ça m'a grave aidé. Disons que ça n'a, je pense, rien apporté factuellement à My Name is Bond, ça m'a pas ramené de clients ou quoi que ce soit. Maintenant, je le faisais pas pour ça. Et de rencontrer des gens hyper successful, ou même qui juste te racontent toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, comment ils ont structuré leur boîte, etc. Ça te donne toi-même des idées sur comment mettre en place, comment plus structurer ta boîte.
Super intéressant. Bah, merci beaucoup. Et tu nous tiendras au courant du coup de tes aventures à Cap Terme. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invite, c'était très cool. Merci.